tout ce qui est évolution autour de l'arbitrage ne mène nulle part. C'est scandaleux, vous connaissez mon opinion sur la façon dont le Real Madrid est épargné par les arbitres. Énorme bashing sur les réseaux sociaux, le hashtag ça reste pas, ça glisse est en train de monter justement dans les tendances. Même les joueurs ont répondu. Corentin Tolisso, le capitaine lyonnais, a réagi avec 2 emojis, un qui pleure, l'autre qui est choqué. Que t'expliques pas, que tu dis ça, que tu dis ci. Le lundi, ils viennent les arbitres pour te dire oui, nous reconnaissons qu'il y a eu erreur. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Eh bien bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte pour le mieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler arbitrage et l'utilisation de la VAR dans le football moderne. Alors oui, dit comme ça, on pourrait penser que je vais faire des révélations douteuses sur de la corruption ou alors pointer du doigt une incompétence criante des arbitres, mais vous verrez parfois que les règles du football ont leur rôle à jouer dans la décision des arbitres. Au moment où j'écris cette vidéo, on est le 17 septembre et on est le lendemain du match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Le deuxième penalty accordé au Merengue a fait énormément débat et on va pouvoir revoir cette situation ensemble, regarder les règles du football et analyser si la situation rendue par l'arbitre est la bonne. Alors on va pas seulement revenir dessus non plus, on va aussi regarder la décision rendue par la VAR. Est-ce qu'elle a été bonne? Est-ce que l'arbitre central a eu raison d'attendre que la VAR prenne sa décision? On va tout revoir ensemble. Cette technologie moderne qu'est la VAR permet aux arbitres d'être supplés, mais vous verrez parfois qu'elle est très mal utilisée, voire pas du tout utilisée. On va faire un petit point historique avant de parler football moderne, donc si certains passages ne vous intéressent pas, je vous ai mis le timecode de la vidéo, rendez-vous directement au passage qui vous intéresse, sinon regardez la vidéo jusqu'au bout et ça me ferait très plaisir. Donc sans plus tarder, on peut commencer. Avant toute chose, alors je vous rassure, je suis sponsorisé par personne ni par aucun organisme, mais je voulais avant tout vous remercier tout simplement parce que vous avez fait décoller ma première vidéo YouTube à plus de 5000 vues. Du haut de mes 300 abonnés, je pensais pas du tout atteindre un tel score, alors ça me fait vraiment très plaisir. Évidemment, si on compare avec d'autres grands youtubeurs français et internationaux, ça représente une toute petite échelle de vues. Mais à mon échelle, du haut de mes 300 abonnés, je ne pensais pas du tout atteindre un tel score pour une première vidéo foot. Alors c'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos sur Minecraft et sur Fortnite, mais c'est vrai que depuis peu, je me suis lancé dans le contenu foot. Alors c'est vrai que je suis pas beaucoup actif, je m'en excuse. Mais voilà, ça me fait énormément plaisir, ça me motive pour la suite. Et puis on peut désormais commencer la vidéo. Les règles du football existent depuis toujours, mais si on doit faire un petit point en arrière, on doit remonter à plus de 200 ans. Au début du 19e siècle, il n'y avait pas vraiment d'arbitre qui cavalait tout le terrain pour regarder toute l'entièreté du match. En fait, pour être plus exact, il y en avait deux. On les appelait les umpires, qui veut dire non-pairs en anglais, des personnes extérieures du match. Ces deux arbitres étaient élus par les deux équipes, donc un arbitre était désigné par une équipe, et l'autre arbitre était désigné par l'autre équipe. Donc si on fait un petit dessin, on a deux arbitres, un rouge, un bleu, vous comprendrez pourquoi juste après, 22 joueurs, 11 rouges, 11 bleus, et enfin les staffs, les coachs et les joueurs remplaçants sur le bord du terrain. Mais malheureusement, les premières accusations de corruption vont commencer. Ce qui est normal, imaginons que l'arbitre en bleu observe une situation litigieuse d'un hors-jeu. Le joueur qui marque est bel et bien hors-jeu, mais voilà, l'équipe qui a désigné l'arbitre en bleu a soit payé l'arbitre, ou alors c'est un pote du club. Ah bah oui, à l'époque, il n'y avait pas forcément de licence d'arbitre qui existait. Donc généralement, on faisait comme en dessin qu'aujourd'hui en France, on prenait quelqu'un en bord du terrain pour le faire arbitre, ou alors on le payait à l'avance pour qu'il vienne arbitrer plus favorablement l'équipe. Donc si l'arbitre que tu choisis en bord de terrain pour venir arbitrer, c'est peut-être un pote du joueur, c'est peut-être un pote du coach. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'équité là-dedans. Si on en revient à notre situation arbitrale, imaginons que le joueur qui marque est bel et bien hors jeu. Donc il va forcément accorder le but si on garde notre situation où c'est le frère d'un joueur. Mais voilà, l'arbitre en face, en rouge, qui a été désigné par l'équipe en rouge, va tout faire pour dire bah non, le but est hors jeu, le but doit être refusé. Et ainsi de suite va commencer des engueulades où l'arbitre en rouge va défendre les intérêts de l'équipe en rouge pour dire qu'il est hors jeu. Et l'arbitre en bleu, bon, on va dire qu'il n'y avait pas forcément d'accusation de corruption, mais voilà, c'est un pote du joueur. Donc il va forcément faire en sorte que le pote du joueur, il ait une décision favorable. Ça va mener à des conflits. Et c'est pour ça qu'un troisième poste d'arbitre va être créé pour éviter toute engueulade et toute accusation de corruption. On l'appelle le referee. Et si vous vous demandez pourquoi c'est en anglais, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, la seule ligue de football disponible dans le monde, c'était en Angleterre. Pour vite conclure ce chapitre, le referee était obligé de donner une décision défavorable à l'équipe en bleu ou favorable à l'équipe en bleu, et inversement pour l'équipe rouge. Il devait trancher la décision, imaginons si on revient à notre situation de hors-jeu, il devait soit dire que l'arbitre en bleu avait raison, et donc que le but doit être accordé, soit dire à l'arbitre en rouge, donc l'équipe en rouge, que donc le but est refusé. Et ça va commencer à drastiquement baisser tout simplement les accusations de corruption. Beaucoup plus tard, ce sera la Ligue qui va désigner les arbitres pour regarder le match. Ce ne seront plus les deux équipes qui vont désigner chacun leur arbitre, il y aura désormais un arbitre central qui regardera tout le match. Ensuite, plus tard, on aura tout ce qui est les arbitres de touche, donc chacun un des deux côtés du terrain qui contrôle les hors-jeux en bord de touche, les fautes, les potentiels cartons rouges,
Vous verrez, certaines fois, ils animent leur drapeau pour signaler une faute. Ensuite, on aura la venue du quatrième arbitre qui va faire l'intermédiaire entre les coachs et l'arbitre central, qui va désigner les changements, qui va essayer de calmer les coachs sur des situations compliquées. Et enfin, on aura désormais la Ligue qui contrôlera tous ces arbitres en les désignant à chaque match. Vers la fin du 19e siècle, l'arbitre va désormais se voir beaucoup d'équipements attribués. La tenue en noir, le sifflet, le chronomètre, la montre, bon, ce sera généralement dans des situations beaucoup plus lointaines. Mais voilà, l'arbitre a désormais les pleins pouvoirs et peut désormais rendre des décisions. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression l'homme en noir pour désigner les arbitres. Il faudra attendre la Coupe du Monde 1970 pour voir l'apparition des cartons jaunes et rouges. Avant, les joueurs étaient seulement arbitrés oralement par l'arbitre. Il n'y avait pas d'exclusion. Et là, vous vous dites, mais à quoi devait ressembler un match sans carton, sans sifflet et sans chronomètre? Et bien, je vous ai trouvé un extrait. Faute! T'as dit quoi là? T'as dit quoi là? Y'a pas faute là! T'as dit quoi? Y'a pas faute! Non, y'a pas faute. Mais non, y'a pas Allez, faute! ça joue. Allez les bleus, lève-toi toi, y'a pas faute. Hein. Allez. On en a fini avec le point historique, on peut désormais passer à l'utilisation de la VAR dans le football moderne. La première révolution technologique dans le football moderne, c'est pas la VAR, c'est la goal line technology. Elle date de 2012 et le principe est hyper simple. Si le ballon franchit entièrement la ligne, des capteurs envoient directement un signal à la montre de l'arbitre pour qu'il désigne le but. La goal line technology est présente tout autour de la cage avec des caméras haute vitesse qui regardent à la trajectoire du ballon. Et je peux vous dire que ça a été une révélation sportive. Par exemple, on a la frappe de Frank Lampard à la Coupe du Monde 2010 qui lâche une bastos de 25 mètres, mais le but ne sera pas accordé aux Anglais alors qu'il était bien entré. Résultat des courses, les Anglais perdent le match 4-1 alors qu'ils pouvaient revenir à 2 partout, et ça restera comme l'un des plus gros scandales de l'histoire de la Coupe du Monde et de l'histoire. Chaque décision rendue par l'arbitre était donc définitive, vu qu'il n'y avait pas la VAR, il faudra attendre 5 ans plus tard pour la voir, donc ce qui fait que chaque situation de hors-jeu litigieux ou de carton rouge était définitive. Afin d'imiter les erreurs du corps arbitral, ou plutôt de les aider dans leurs décisions, l'arbitre a depuis 2017 la VAR, qui signifie en anglais Video Assistant Referee. La VAR sert à assister l'arbitre dans 4 cas bien précis et on va regarder les situations ensemble. La première, valider ou refuser un but. Elle vérifie s'il y a une potentielle faute au départ de l'action ou au moment du but, un potentiel hors-jeu ou si le ballon était sorti pendant l'action. Pour ceux qui s'en souviennent, elle était intervenue lors d'un Lyon-Auxerre l'année dernière pour une situation d'un penalty litigieux où la VAR a regardé justement si le ballon était sorti dans les 6 mètres ou alors il était toujours dans l'aire de jeu. Au final, la VAR est intervenue parce que l'arbitre avait désigné le point de penalty, mais il fallait vérifier si le ballon était sorti. La VAR est intervenue, elle a regardé si le ballon était sorti. Au final, non, le penalty est accordé. D'ailleurs, le coach d'Auxerre a fait poser une réserve technique, jugeant que c'était une très grosse faute arbitrale et avait demandé à ses joueurs de sortir du terrain pour justement faire en sorte que cette décision revienne favorable aux Auxerrois. Au final, le score final est de 2 partout, ce qui fait que ça n'a pas tant influé le match que ça. Et en conférence de presse, le coach d'Auxerre avait rigolé au micro de DAZN en disant justement « Vous inquiétez pas, on retire, de toute façon, on repart avec un score favorable ». Cas numéro 2 est le plus courant dans le monde du football moderne, accorder ou annuler un penalty. Là, on va parler du match entre l'Olympique de Marseille et le Real Madrid. On va analyser les deux situations de penalty, le deuxième accordé au Merengue et le penalty non accordé au Marseillais. On va commencer par le deuxième penalty transformé par Mbappé. L'arbitre central du match, Irfan Pellijo, désolé si je le prononce mal, avait accordé un deuxième penalty suite à une main dans la surface. Avant, quand on regardait une main dans la surface, on parlait soit de main volontaire, soit de main involontaire. Et enfin, on a encore modifié cette règle pour est-ce que la main est décollée du corps et agrandit la zone d'action du joueur. Je vous ai mis 3 images pour mieux comprendre. L'image la plus à gauche, le bras et la main sont collés au corps. Il n'y a pas d'agrandissement de la zone d'action du joueur puisque littéralement le bras est collé au corps. Ce qui fait que si le ballon touche le bras ou l'épaule, le penalty doit être en l'occurrence ne pas être accordé. Au milieu, j'appelle ça la zone d'entre-deux. C'est à l'appréciation de l'arbitre généralement. Le penalty peut être accordé parce que la main est légèrement collée au corps, donc elle peut être sifflée, mais le bras est collé au corps, donc le penalty ne peut pas être sifflé aussi. Donc généralement, c'est l'arbitre de rendre sa décision, mais dans tous les cas, ça fait débat. Et enfin, le troisième cas, le bras est totalement décollé du corps et la main aussi, ce qui fait que si le ballon touche cette zone-là, ça fera forcément penalty. Alors évidemment, c'est bien beau de vous parler de situations évidentes et de situations pas évidentes en vous montrant 3 images de mains potentielles, mais ça dépend surtout de l'appréciation de l'arbitre et de la situation dans laquelle touche le ballon du bras. Et c'est ça généralement qui fait débat. Donc on va désormais lire ce qu'a dit la commission de discipline sur la main de Medina. Medina, en glissade pour contrer Vinicius, voit le ballon heurter son bras alors qu'il tombe. Si le bras était légèrement éloigné du corps ou a agrandi sa silhouette, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la loi autorise d'y voir une main sanctionnable. La VAR et l'arbitre ont estimé que ces critères étaient remplis. Plusieurs spécialistes et anciens arbitres, et même plusieurs médias, ont assuré que Medina était dans une position naturelle de défense et que c'était en taclant que Medina touchait le ballon du bras. Mais alors, est-ce un scandale? Dans les faits, non, c'est pas un scandale.
Et ce qui fait jaser, c'est qu'on voit beaucoup de monde ce genre dans les matchs et ils sont pas toujours sifflés. Donc en fait, on a vraiment une incohérence d'arbitrage dans le monde du foot, on va pouvoir y revenir aussi là-dedans. Et c'est ça qu'en fait qui crée énormément de points de discorde dans le monde du foot et sur l'arbitrage. Un coup, la main est sifflée, un coup, elle ne l'est pas, un coup, c'est carton rouge sur cette faute, un coup, ça ne l'est pas. En fait, vous prenez un supporter random qui analyse une situation, il va dire oui, il y a péno, oui, il n'y a pas péno, vous en prenez un autre, c'est pas forcément obligé qu'il ait la même décision. Et ben c'est pareil pour les arbitres. Pas tout le monde a la même décision, ça crée des incohérences et en fait on sait même plus qu'est-ce qui est sifflable et pas sifflable. J'ai vu beaucoup de supporters marseillais crier au scandale et à la corruption du vainqueur de la Ligue des Champions en criant que ce soit le Real Madrid, donc ils ont des décisions favorables, etc., etc. Mais si on veut être honnête, c'est pas que le Real Madrid qui a des décisions favorables. C'est surtout l'incohérence des arbitres dans le monde du foot qui crée ces discordes et ces points de fusion. Alors ce serait évidemment trop facile de tirer sur l'arbitre en disant que c'est leur faute si la décision est rendue défavorable à une équipe, mais c'est là-dedans aussi que la VAR doit aider. Et vous verrez que c'est pas toujours le cas. On va y revenir dessus un peu plus tard. Cas numéro 3, le rouge direct. On avait beaucoup de situations de carton rouge qui étaient données dans un deuxième temps, tout simplement parce que l'arbitre était soit mal placé, soit mal vu la situation. On peut prendre le cas de Tchouaméni, qui prend dans un premier temps un carton jaune pour un tacle appuyé sur un joueur islandais, puis la VAR invite l'arbitre à revoir les images, puis au final il annule le carton jaune pour le rouge, et donc va mener à son expulsion. Enfin, le quatrième cas le moins courant dans le monde du foot, c'est l'erreur d'identité. C'est quand l'arbitre sort un carton, mais pour le mauvais joueur. Un exemple marquant en Première Ligue, c'était un match de championnat en 2014 opposant Chelsea et Arsenal. L'arbitre a expulsé Kieran Gibbs alors que c'était en réalité Alex Oxlade-Chamberlain qui avait commis la main. Après le match, le FA, Football Association, avait retiré le carton rouge accordé à Gibbs pour au final l'accorder à Chamberlain, et après revisionnage, au final le carton rouge n'avait pas lieu d'être, ce qui fait qu'il a été transformé en jaune. Alors là vous allez me dire oui mais techniquement la VAR n'est pas forcément intervenue pour retirer le carton rouge ou pour déjuger le carton rouge et le donner à un autre joueur. C'est totalement vrai, mais voilà, c'est pour dire que ce genre de situation existe, que ce soit au moment du match ou après. Bon, on a vu les 4 cas où la VAR pouvait et devait être utilisée, mais dans les faits, on est bien au de la réalité. C'est pourquoi on attaque le troisième point de la vidéo, l'utilisation maladroite de l'arbitrage vidéo. Après avoir expliqué l'histoire de l'arbitrage vidéo et comment la VAR s'utilise et comment elle a été créée, on va désormais réunir les 3 sujets en un seul. Pourquoi la VAR est si mal utilisée? Déjà, on va commencer par les points négatifs de la VAR. Premièrement, les arrêts de jeu interminables pendant les checkings. Parfois c'est rapide, mais des fois ça prend plus de 5 minutes au camion VAR à revoir une situation. L'arbitrage vidéo est censé aider l'arbitre à juger rapidement une situation, mais parfois le plus long, c'est d'attendre que la VAR dise à l'arbitre d'aller voir les images et après tu attends que l'arbitre prenne sa décision. C'est beaucoup trop long. Deuxième point qui découle du premier, imaginons qu'on est face à une situation complexe d'une main dans la surface et que l'arbitre est invité à regarder les images auprès de la VAR. Personne, ni au stade ni à la télé, ne sait ce qu'il se dit entre l'arbitre de la VAR et l'arbitre central. Des fois, on ne sait même pas pourquoi l'arbitre est consulté alors que la décision est totalement logique. En Première Ligue, depuis peu, on a l'apparition de l'arbitre central après avoir vu la VAR qui va donner sa décision à tout le stade et à la télé. Et en France, on n'a pas le droit d'avoir ce privilège à cause des lois. Je trouve ça totalement dommage. Ce manque de transparence doit vite être réglé parce que je pense que ça peut que aller en pire. Troisième point de la part des arbitres, l'uniformité des décisions. Est-ce que vous vous êtes déjà dit pourquoi cette situation est sifflée alors qu'une semaine avant, dans un autre match, c'était la même situation et elle n'était pas sifflée? Ce sentiment, on l'a déjà tous ressenti en tant que supporter ou en tant qu'amoureux du foot, et c'est de là que vient le problème. En Liga, en Ligue 1, en Première Ligue, en fait, chaque situation peut mener à des décisions différentes. On sait qu'en Angleterre, les arbitres aiment laisser le jeu jouer, que les petits contacts ne sont pas toujours sifflés et qu'on a le droit de gêner les gardiens sur les corners. Alors qu'en France, le jeu est beaucoup plus haché parce qu'on surprotège les joueurs. Alors attention, je dis pas qu'il faut arrêter de surprotéger les joueurs et qu'on doit arrêter de siffler chaque faute en Ligue 1. Je dis juste qu'on devrait suivre un peu plus le jeu son cours et qu'on doit arrêter de tout siffler constamment. Quatrième et dernier point, la pression de les gars. À force, les arbitres craignent tellement de commettre des erreurs, qu'ils en font. Et je pense que c'est aussi là-dedans où les arbitres doivent s'améliorer. J'en ai fini avec toutes les explications de cette vidéo. On va faire maintenant couler un peu de sang en commençant par l'incompétence de certains arbitres. Parmi les arbitres qui commettent le plus de fautes dans le monde, on se retrouve pas mal de Français. Dans ce classement, on retrouve entre autres Dominique Obrevo, celui qui a arbitré Barça-Chelsea. Vous savez, celui où il y a eu le It's a Disgrace. On a aussi un trio français avec Stéphanie Frappard, Gaël Angoula et Pierre Gaillouz. Et dans les meilleurs, Clément Turpin. Oui, vous ne rêvez pas. En France, il a énormément de mal, mais à l'international,
C'est reconnu comme l'un des meilleurs arbitres du monde. Ensuite, on a Simon Marcignac, Anthony Taylor et Daniel Orsato. Tous ces noms, on les retrouve généralement en Ligue des Champions, comme quoi ça prouve qu'ils sont totalement compétents. Alors évidemment, ça leur arrive de faire des fautes, mais généralement, ils font plus de bonnes choses que de mauvaises. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est sur quels critères ce classement a été fait. Si on se penche sur la question, c'est sur 3 critères. Pour le premier point, c'est est-ce que l'arbitre prend les bonnes décisions, met les cartons au bon moment, et est-ce que la VAR le corrige souvent. Le deuxième point, c'est la pression. Est-ce que l'arbitre arrive à garder le contrôle du match? Est-ce qu'il arrive à subir la pression, par exemple, lors de derby ou des classiques ou des grosses affiches européennes? Et enfin, le laisser jouer, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que l'arbitre laisse jouer ou alors il siffle constamment toute faute? Si on observe les arbitres français, on a l'impression que c'est qu'en France où ils arbitrent mal. Enfin bref, est-ce que la faute ne viendrait-elle pas des règles du football en France plutôt que de la faute directement des arbitres? Et c'est le dernier point de la vidéo. Ce point-là risque d'être assez complexe, car dans les faits, le règlement doit être appliqué par les arbitres, mais aussi par les joueurs. Certains joueurs aiment mettre la pression sur l'arbitre lorsqu'il y a des fautes, pour obtenir un carton jaune, et on le voit de plus en plus dans le football moderne. On voit également beaucoup de joueurs s'énerver, voire s'en prendre à l'arbitre quand ils ne sont pas d'accord avec sa décision. Et je trouve quand même que cette règle où seuls les capitaines ont le droit de parler avec l'arbitre dans des points de discorde est une bonne chose, mais beaucoup trop peu respectée. Si on prend le cas de Stéphanie Frappart, elle a très peu d'autorité sur les joueurs. De par son niveau, faut être honnête, mais aussi par sa gestion de la pression. Elle a énormément de mal à se faire entendre dans les matchs à risque comme les derbys ou les classiques, et c'est aussi pour ça qu'elle perd en crédibilité. Je trouve que la sanction du carton jaune est totalement méritée lorsque t'es pas capitaine et tu vas la ramener auprès de l'arbitre. Autant je peux comprendre si tu juges que l'arbitre ne donne pas la bonne décision, mais si t'es pas capitaine, c'est pas à toi d'aller la ramener, d'aller parler à l'arbitre, tu restes dans ta zone et c'est au capitaine d'y aller. Une phrase que j'ai beaucoup lue aussi sur les réseaux sociaux, c'est la résignation des supporters vis-à-vis de l'arbitrage. Du genre des phrases bof, on est habitué ou c'est toujours les mêmes qui ont des décisions favorables. D'un côté, je trouve ça exagéré, mais d'un côté, je trouve ça tout à fait légitime de trouver que l'arbitrage est mauvais en France, de par ses décisions rendues, mais aussi par l'utilisation médiocre de la VAR. Mais bon, je pense que Madame Frappart pourra mieux expliquer la situation que moi. C'est ça que j'ai. Pour moi, c'est bon. Bon. Je vois pas. Ça va pas. Ouais, mais c'est bon. C'est haut, mais après, ça reste pas, ça glisse. Cette phrase a fait le tour des réseaux sociaux et honnêtement, c'est une honte. Quand tu sais que l'arbitrage est constamment pointé du doigt, tu te dois d'être intraitable. Et la seule raison que donne Stéphanie Frappart à l'arbitre central, c'est ça reste pas, ça glisse. Je sais pas si vous avez entendu dans la séquence que j'ai mise, de toute façon l'extrait est à retrouver entièrement gratuitement sur le site de la FFF. Stéphanie Frappart, juste après avoir dit c'est bon, le check est bon, elle fait un oh, comme si elle s'était trompée en fait. C'est ça que j'ai. Pour moi, c'est bon. Bon. Je pense que la décision est rendue trop précipitamment de par le jeu, alors que la situation est quand même évidente. Tu te dois de dire à l'arbitre central de revoir les images. L'arbitre central, tu peux pas lui jeter la faute. Ok, il a peut-être mal vu, ok, il a peut-être pas jugé que la situation est dangereuse, mais c'est à la VAR d'appeler l'arbitre. L'arbitre de lui-même, il peut pas dire ok, je vais voir la VAR. C'est à la VAR de dire que l'arbitre s'est trompé sur sa décision pour que l'arbitre vienne voir les images. Et à la fin, bah t'es encore pointé du doigt. J'ai décidé de vous poser la question sur mon compte Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à y passer, ça fait toujours plaisir. La plupart des réponses sont à base de « ça glisse », mais bon, je m'y attendais. Mais 2 réponses ont retenu mon attention. Le problème est que la VAR a peur d'appeler l'arbitre par peur de lui donner tort et de le faire perdre en crédibilité. Je trouve cette phrase pleine de sens et c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai parfois partagé aussi. En faisant mes recherches des erreurs arbitrales récentes, je suis tombé sur le tacle par derrière de Bamba Dieng sur un défenseur lyonnais l'année dernière. On voit l'attaquant sénégalais se jeter les 2 pieds en avant sur les tibias de Clinton Mata. Dans un premier temps, l'arbitre met un carton jaune, mais la VAR intervient et demande à Mark Bollinger d'aller voir les images. Au moment de voir la VAR, il repasse plus de 10 fois les images, revient voir Bamba Dieng, sort le carton jaune, l'annule, et puis plus rien. C'est vrai qu'on a l'habitude sur des situations de VAR, où l'arbitre va voir les images. Quand il ressort après avoir vu les images et qu'il fait le geste d'annulation du carton jaune, on a l'habitude de voir le carton rouge qui est sorti dans la foulée. Alors je suis allé me renseigner, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je vois juste un carton jaune allumé et rien d'autre derrière. Et je peux vous dire que c'est une première dans l'histoire de la Ligue 1. On a déjà vu des cartons rouges donnés, des cartons rouges annulés, mais jamais juste un carton jaune annulé. Techniquement, les arbitres ont le droit d'annuler des cartons jaunes. C'est déjà arrivé sur des situations de penalty, où dans un premier temps, l'arbitre sera un carton jaune pour simulation, et dans un deuxième temps, vient accorder le penalty suite à la VAR et annule le carton jaune. Mais pour des fautes, j'avais jamais vu ça. Comme j'ai dit, les arbitres ont le droit. Mais dans cette situation où Bamba Dieng part les 2 pieds décollés, c'est une situation de carton rouge. Donc la VAR a jugé que l'arbitre s'était trompé dans sa décision en disant que la situation valait rouge et non jaune. Donc l'arbitre va voir les images, et au lieu de sortir le rouge, il annule le jaune et c'est tout. Donc il a le droit
mais techniquement, c'était une situation de carton rouge potentiel et non d'annulation ou de simulation. La deuxième réponse qui m'a interpellé, il n'y a que le Real Madrid, ce club de corrompus avec leurs 15 Ligues des Champions volées. Je pense que ce commentaire a été écrit sur le coup de la frustration, mais de toute façon, on va analyser ensemble avec des stats et des preuves, voir si le Real Madrid est vraiment un club de corrompus. Alors on est parti, est-ce que le Real Madrid est un club de corrompus? C'est une phrase que j'ai le plus lue sur les réseaux sociaux ces dernières années, et on peut dire que les stats ne jouent pas non plus en faveur du Real Madrid. Ils détiennent le record du plus grand nombre de pénaltys dans l'histoire de la Ligue des Champions, et ça a de quoi faire jaser les supporters du monde, mais dans les faits, rien ne prouve que le Real Madrid corrompt les arbitres. On est loin des accusations du FC Barcelone avec l'affaire des Negreira, de l'Olympique de Marseille ou de la Juventus qui s'est vu accorder je ne sais combien de retraits de points. Mais alors, pourquoi le Real Madrid est autant accusé? Le Real Madrid est le club le plus titré d'Espagne et le plus titré de l'histoire. Il est évident que chaque décision qui leur sont données fait évidemment beaucoup parler. On a eu le cas des hors-jeux de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, mais sans la VAR, on ne pouvait pas revenir sur la décision de l'arbitre. On peut seulement dire qu'il bénéficie d'un arbitrage favorable. Et quand on parle d'arbitrage favorable, c'est pas toujours vrai, car il y a énormément de situations où le Real Madrid peut se sentir lésé. Mais c'est aussi le cas de tous les autres clubs du monde. C'est de là que vient le problème. L'incohérence des arbitres. Je pense avoir fait le tour de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vos commentaires sont extrêmement précieux pour moi car ça me permet d'avoir des retours, donc n'hésitez pas à m'en faire, que ce soit est-ce que j'ai donné trop d'infos, est-ce que j'ai parlé trop vite, enfin voilà, n'hésitez pas, ça me fait vraiment très plaisir, je lis tout, de toute façon je réponds à tout, ça m'aide vraiment, ça fait grandir la chaîne, donc merci infiniment. Je vous remercie, c'était Ilan, bonne journée.